Bonjour à tous, nous voilà réunis pour notre vidéo numéro 9, toujours dans la série Astrologie facile, les planètes autrement, et j'ai groupé en une même vidéo quelques notes sur Uranus, Neptune et Pluton, en sachant qu'il faudrait peut-être distinguer Pluton d'Uranus et Neptune, tout simplement parce que Uranus et Neptune font l'objet d'un relatif accord entre les astrologues, alors que Pluton étant le dernier arrivé, 1930, a été utilisé comme bouc émissaire très très vite après sa découverte et s'est retrouvé chargé de tous les péchés du monde. Alors c'était la bombe atomique, les affres, le chaos du nazisme, la queue du saurien, écrivait un astrologue. Bon, et avec un certain recul maintenant de 60 ou 70 ans, et surtout au vu de la pratique, eh bien, nous sommes revenus à des conceptions plus raisonnables. Donc, nous allons simplement donner quelques mots sur Uranus, Neptune et Pluton, regroupés dans une seule vidéo, et je ferai un jour sans doute une vidéo particulière pour chacun de ces facteurs. Mais d'ores et déjà, vous pouvez trouver sur mon blog astrocours.fr des articles sur Pluton, et ceux d'entre vous qui sont abonnés à la recherche astrologique ont eu un dossier qui était entièrement consacré à la planète. Notre problème, c'est que nous nous appuyons sur ce que l'astre nous montre. Et nous l'avons vu, il y a trois catégories de facteurs célestes utilisés par les astrologues. Il y a les astres que nous voyons à l'œil nu, et il y a les astres que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais que nous pouvons voir avec des instruments. Donc, il faut les faire surgir des ténèbres par des outils particuliers. Et puis, il y a des facteurs que, même avec des outils particuliers, nous ne voyons pas. C'est le cas, par exemple, des nœuds de la Lune ou de la récente Lune noire. Nous sommes ici dans la seconde catégorie, ce que l'invisible à l'œil nu, mais visible avec des instruments, nous dit. Eh bien, nous sommes obligés, pour utiliser toujours notre analogie, de chercher des choses qui sont invisibles dans l'existence humaine, puisque nous utilisons les facteurs les plus éloignés actuellement connus. Il nous faut également retourner au début du début, à ce qui est le plus loin possible, tout en étant invisible dans l'existence humaine, et tout simplement le plus loin possible actuellement connu de l'existence humaine, c'est la conception, et qui effectivement est invisible également à l'œil nu. Donc, nous commençons par l'astre le plus éloigné parmi tous ceux que nous connaissons, Pluton, et je l'ai intitulé Pluton au commencement. Pluton représente donc la première cause connue de notre existence, car nous ne pouvons saisir une image plus proche des origines que cette première étape de la fabrication, entre guillemets, d'un être humain. Et Pluton, non seulement est l'astre le plus éloigné, invisible en raison de son éloignement, mais invisible également en raison de sa petite taille, qui a d'ailleurs amené les astronomes à le déclasser il y a une dizaine d'années. Donc, l'instant premier, la conception. Les mots-clés, conception, enfin, ce mot-clé conception, nous en verrons d'autres, exception, fin, mais le mot-clé conception est le dénominateur commun de nombreux objets et fonctions sur lesquels renseigne astrologiquement cette planète. Chacun cherche la réponse à l'énigme des origines. Avant le commencement du monde, qu'y avait-il? Avant la première cellule, qu'y avait-il? L'une des images les plus saisissantes qui illustre sa nature, de Pluton, est probablement
l'apparence de la substance vitale sous un microscope. Images multiples, c'est l'abondance de spermatozoïdes, et dynamique en même temps. Rien de statique, rien de figé, rien d'enterré qui ne bouge pas. Le collectif n'est ici important que par le contraste qu'il forme avec les exceptions individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tout simplement, parmi tous les millions de spermatozoïdes qui se dirigent vers l'ovule, un seul fertilisera l'ovule. Un seul provoquera le changement chimique radical qui rendra l'ovule imperméable. Nous sommes donc ici dans l'origine, l'infiniment petit, l'exceptionnel et l'exceptionnel au milieu d'une collectivité. D'autre part, exception. Voilà un autre mot-clé propre à Pluton. Exception est une fonction typiquement plutonienne. Nous l'avons vu avec le spermatozoïde et qui gagne la course. Mais si nous regardons astronomiquement Pluton, nous constatons que toutes les planètes visibles à l'œil nu, mais également Uranus-Neptune, visibles par télescope, se promènent dans une même bande que l'on nomme le zodiaque, mais que Pluton, lui, se promène partiellement hors du zodiaque. Il fait sa route en dehors des sentiers battus, en dehors de la piste du zodiaque. Donc, Pluton signe l'exception. S'il y a un homme qui sort un peu de l'ordinaire, entre guillemets, eh bien, c'est Pluton, l'homme qui sort des sentiers battus, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, exception est une fonction typiquement plutonienne. Pluton, c'est la planète qui défie la chance, celle qui gagne alors qu'il n'y avait qu'une chance sur un million. Alors, il est vrai que l'on trouve Pluton dans des thèmes qui peuvent marquer la mort, nous allons y revenir, mais nous trouvons également Pluton dans les thèmes qui montrent des gains gigantesques au loto, par exemple, des gains phénoménaux, parce que c'est l'exception. Quand je dis des thèmes, il s'agit par exemple des révolutions, et qu'elles soient solaires ou qu'elles soient lunaires. D'autre part, Pluton est à l'œuvre quand je comprends une vérité d'une nature telle que je ne peux la communiquer aux autres. C'est la perception de quelque chose qui est à la limite du concevable. Pluton signale la présence de l'inexplicable, du miraculeux, du mystérieux, de l'inconnu, qui précède la naissance ou qui succède à la mort. Autrement dit, c'est Pluton l'intrusion de l'invisible en nous. C'est là où les deux branches de la croix, c'est-à-dire la transcendance pure et notre monde horizontal, s'intersectent. Et enfin, un autre mot-clé, il y en a d'autres, mais je vous donne ici l'essentiel, ce sont des vidéos d'introduction, c'est le mot fin. Car Pluton, c'est aussi le passage, la fin d'un état et la naissance à un autre état. C'est vrai pour le spermatozoïde, mais c'est Pluton, toute forme de mutation. Donc Pluton, on trouve présent dans les révolutions de fin de vie. Ça n'en fait pas une planète épouvantable, puisque, comme je vous disais, on le trouve également dans les révolutions de gains gigantesques. Donc, on le trouve en réalité lors de tout événement qui entraîne un changement radical dans l'existence. Que ce changement soit jugé bénéfique, un coup de chance soudain, un gain phénoménal, ou nocif, une rupture de relation par exemple, un décès. Mais là encore, l'astre n'est jamais bénéfique ou maléfique pour quelqu'un. C'est la manière dont on le reçoit qui compte.
je dirais, un être spirituellement avancé, quelle que soit sa tradition, peut percevoir la mort comme une formalité administrative et elle sera marquée par Pluton de la même façon. Voilà donc, je dirais, quelques clés pour Pluton. Et tout à l'heure, nous verrons quelques événements possibles que la planète peut susciter quand elle est mise en exergue dans le cas d'une direction ou d'une révolution, c'est-à-dire des techniques prévisionnelles. Voilà donc la première étape accessible grâce à des instruments comme les astres transsaturniens de l'existence humaine. L'étape suivante, eh bien, c'est effectivement l'enfant, euh, les cellules qui se multiplient et qui se multiplient en vue de donner un enfant, où chaque partie se développe en conformité avec le plan d'ensemble. Quand on dit qu'il n'y a pas de finalité dans la nature, que ce n'est pas un concept scientifique, c'est évidemment erroné. Si les pieds se développent en harmonie au niveau taille, etc., avec la tête, c'est bien qu'il y a un plan, une structure d'ensemble qui est sous-jacente. Donc, Neptune, nous pourrions dire que c'est bon, le souvenir du paradis, en tout cas tel que inconsciemment, euh, nous pouvons, cette nostalgie du paradis perdu, l'idéaliser ou la concevoir, quelle qu'ait été la réalité physique de ce que nous avons vécu dans cet état de gestation. Pendant 9 mois, l'enfant repose dans un milieu fluidique en se montrant attentif au rythme cardiaque, respiratoire de la mère et quelques autres bruits filtrés par l'environnement. La nostalgie des origines, du paradis perdu, fascinera d'autant plus que Neptune sera puissant dans le thème de naissance. Neptune représente l'effort investi pour rejoindre cet univers perdu où tout est donné sans que rien soit demandé. Même s'il y a une certaine irréalité dans l'idée que nous nous faisons de ce paradis perdu. Alors cet effort peut prendre des formes très différentes. Ça peut être la consommation de produits de drogue. Ça peut être l'hypnose, c'est-à-dire le voyage astral. Ça peut être tout ce qui peut induire des états modifiés de, de conscience. Le point commun, c'est toujours la tentative pour retrouver le paradis perdu et pour apaiser la nostalgie des origines. Le risque, évidemment, c'est un état de dépendance envers un monde qui est rêvé. Neptune est prédominant dans les révolutions lunaires, notamment parce qu'elle couvre un mois simplement, donc un temps très précis, si bien que ça ne couvre qu'un événement, alors que la révolution solaire peut couvrir des événements très différents dans une même année. Neptune est prédominant dans les révolutions lunaires, couvrant la période où se produit une anesthésie générale, tout simplement. Vous faites opérer, eh bien, vous aurez Neptune qui peut être mis en évidence. C'est un autre état de conscience qui a été induit. Ou lorsqu'une personne est victime de sa trop grande naïveté. Le point commun, c'est que Neptune représente le point où notre résistance est presque nulle. La résistance du mental est presque nulle. Où sont suscitées des images, il y a une partie fantasmatique dans Neptune, exerçant une fascination telle que nous perdons l'envie de les combattre. Que dire d'autre? Je discutais un jour avec un adolescent qui, qui prenait des drogues pour induire d'autres états de conscience. Alors il pensait que j'allais lui faire la morale comme tout le monde, c'est mauvais pour ta santé.
Ça n'était pas mon travail, ça n'est pas ma fonction, mais en revanche, je lui ai tenu le raisonnement suivant. Ce que tu cherches, ce sont des états modifiés de conscience. Il faut distinguer ta recherche, qui est parfaitement légitime, des moyens que tu utilises pour y parvenir. Si tu utilises ces moyens artificiels, la responsabilité en provient des générations antérieures qui ne t'ont pas transmis les outils spirituels par exemple, qui permettaient d'accéder à ces états sans justement se déglinguer, se détraquer la santé. Pour prendre des exemples extrêmement simples, quand ma grand-mère gardait les vaches, eh bien, elle n'avait pas besoin de cours de méditation. Alors, elle savait rentrer en elle-même pendant des heures. Et si elle a récité son chapelet, ça n'était pas uniquement par habitude ou pour se forcer, c'est parce que ça induisait en elle un état qu'elle n'aurait certainement pas pu définir, mais qui n'en était pas moins présent. Donc, cette recherche d'état modifié de conscience est normale, c'est une demande légitime de l'être humain. Ensuite, on la distingue, cette légitimité, des outils pour y parvenir. Je vous ai mis une petite phrase d'un certain Évagre, donc là nous sommes dans les premiers siècles, et qui montre justement ce qu'est la suspension des sens, et donc un état neptunien bien vécu. Il faut s'efforcer, en temps de prière, de rendre sourd et muet ton esprit. La prière sans distraction est la plus haute intellection, fonctionnement de l'esprit. Quand tu pries, ne t'imagine pas la présence du divin en toi. Ne laisse pas ton esprit se soumettre à une quelconque figuration. Parce que là, on est dans de la cogitation, c'est du mercure, ça n'est pas des lectures, ou c'est du fantasme lunaire, de l'imagination. Aborde l'immatériel en immatériel et tu comprendras. Et tu seras pareil alors à l'aiglon qui plane sur les hauteurs. Voilà donc le point commun entre un Neptune bien vécu, un Neptune mal vécu, en sachant que la demande sous-jacente est inhérente à l'être humain. Et vient le grand choc, la chute dans ce monde, qui est à la fois la prise de risque de l'aventure humaine, et l'avenir est devant nous et non pas derrière nous en retournant à l'état d'innocence enfantine, mais c'est donc tout de même vécu comme un choc relativement violent. Uranus. La douce existence de la vie intra-utérine est brutalement interrompue par la naissance. L'enfant doit prendre le risque de l'existence autonome afin de parvenir un jour à sa pleine maturité. Cette irruption d'un événement soudain et radical est signée par Uranus. Uranus traduit donc l'irruption de la réalité dans une conscience jusque-là perdue dans le rêve. Il génère les situations nouvelles auxquelles chacun doit faire face par lui-même, seul. Il conduit à la perte des illusions, qui est donc la confrontation au réel concret, mais qui peut également être l'éveil, c'est-à-dire de passer au-delà du monde des phénomènes et du monde de l'illusion. La rupture du cordon ombilical, les grands envoyés spirituels sont dans le monde sans être du monde. C'est-à-dire qu'ils sont immergés, ils se confrontent au monde tout en ayant une sorte de recul par rapport à ce monde dont ils ne sont pas dupes. C'est aussi une forme de rupture, rupture avec leur environnement qui s'est produite. Eh bien, la personne signée par Uranus a consommé la même rupture.
Uranus décrit la manière dont chacun se sépare du monde du rêve, certes, mais également de la masse pour devenir un individu unique. Là, il y a une identité qui va se révéler, qui va se construire, qui va s'épanouir. Si Neptune vivait de la nostalgie du passé, Uranus, degré ou de force, regarde droit devant lui. Je dis degré ou de force, quand l'enfant vient au monde, il est difficile de faire marche arrière. Donc, degré ou de force, si Neptune vivait de la nostalgie du passé, Uranus regarde droit devant lui. Voilà donc comment nous pouvons combiner cet invisible que représente ce trio, ce ternaire, Pluton, Neptune, Uranus. Ce que je vais tenter de faire maintenant, c'est tout simplement indiquer quelques types d'événements qui peuvent se produire quand ces astres sont activés par une technique prévisionnelle, ce qui permet de rentrer encore plus dans le concret. Nous allons commencer par Uranus pour prendre les planètes dans l'ordre d'éloignement cette fois-ci. Uranus. Je vais surtout lire la dernière partie quand Uranus natal est activé, c'est-à-dire quand, par exemple, un astre passe sur Uranus natal, ou quand un angle de la révolution, je dis ça pour les astrologues, tombe sur l'endroit où se trouve Uranus natal. Eh bien, à ce moment-là, l'individu se livre à des actions originales. À ce moment-là, il brise les conventions. À ce moment-là, le besoin de changement l'emporte sur toute autre considération. Donc là, il y a un goût de l'aventure, une certaine excitation. Le natif, puisque c'est son Uranus natal, c'est ça qui est activé, c'est lui qui est activé là. Ce ne sont pas des événements de l'extérieur directement. Envisage de déménager, de partir en voyage là où il n'était jamais allé, de faire des travaux dans sa maison, de changer d'emploi. Bref, il veut de la nouveauté d'une façon ou d'une autre. Un nouveau centre d'intérêt peut apparaître. Et bien sûr, l'activation de cette planète n'incite pas au repos et peut conduire au surmenage ou à une sorte d'hyperactivité qui peut également être parfois quelque peu stérile. Voilà donc quelques événements possibles. Et quand je parle du transit d'Uranus, c'est donc l'Uranus extérieur qui passe sur quelque chose du thème natal. Et dans ce cas-là, ce sont plutôt des événements du dehors qui sont soudains, qui sont imprévus. Par exemple, la rencontre de personnes qui me sont étrangères, où il peut y avoir des événements qui nous sont imposés. Je peux être muté du jour au lendemain par mon entreprise, ou alors un proche peut partir, déménager, et dans ces cas-là, c'est l'Uranus extérieur qui active quelque chose dans mon thème de naissance. Alors que lorsqu'Uranus natal est activé, c'est moi qui suis dans cet état de renouvellement euh, volontaire ou venant, enfin, correspondant à une pulsion provenant du plus profond. Voyons, Neptune, quand le Neptune qui est dans mon thème est activé par quelque chose d'extérieur, eh bien, le natif prend conscience de ses limites, de ses incapacités, de ses frustrations. Et il se retire des activités mondaines. Il est submergé par ses émotions. Alors, il peut passer de l'enthousiasme à la dépression, mais il peut également faire l'inverse, selon l'état dans lequel il était avant que Neptune vienne être activé. Le problème, c'est qu'il a du mal à mesurer le concret et le réel. Donc, du coup, il peut réagir de façon démesurée
à ce qui se produit. Il peut aussi connaître des états modifiés de conscience. Donc ça, quel que soit le moyen qu'il utilise pour ça, si il est dans une démarche spirituelle, c'est un moment où il peut toucher des états, accéder à des états auxquels il n'avait pas accédé auparavant. Et si par exemple il s'agit d'un artiste, un musicien, un peintre, eh bien il peut voir son style évoluer tout simplement parce que quelque chose en lui, il a atteint des états différents, qu'il en ait directement conscience ou pas, et ça se traduit dans sa créativité. Ses pensées peuvent se tourner vers la spiritualité et la contemplation, donc c'est ce que je viens de vous expliquer là. Donc c'est quand Neptune natal est activé, et quand c'est un Neptune extérieur qui passe sur quelque chose du thème natal, eh bien les événements extérieurs peuvent me plonger dans la confusion. Ça peut être un événement extérieur qui m'impose un état modifié de conscience. Ça, un événement qui peut me rendre dépressif, une intervention chirurgicale qui fait qu'on m'anesthésie, etc. Ce que l'on trouve également, c'est quand le natif peut être emporté par l'ambiance d'une foule. Alors ça peut être tout à fait sympathique si la personne assiste en étant passionnée à la finale d'un match de football international. Bon, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais voilà, il est pris dans la foule et autant Pluton, c'est l'individu qui s'individualise, qui est l'exception, autant Neptune, c'est plutôt je suis soulevé par la vague et je ne fais qu'un avec la vague. C'est l'avantage et l'inconvénient. Ça peut être l'avantage, par exemple, pour une personne qui travaille dans la publicité et qui doit en permanence sentir le sens du vent. Vers quoi va la tendance, ce qui va bientôt se vendre et s'acheter. Et dans ce cas-là, c'est bien sûr un outil, un talent qui peut être d'un grand intérêt. Voilà donc quelques idées relatives à Neptune. Et puis, nous terminons avec Pluton. Quand Pluton natal est activé, eh bien, c'est un esprit d'indépendance et de révolte. C'est Pluton, c'est le moment où je pars du foyer parental et je romps avec le foyer parental, que ce soit une rupture sympathique ou pas. Mais je m'individualise. Voilà. Donc ça peut être également un esprit d'indépendance ou un esprit de révolte. Il y a un côté, Cyril Fagan l'avait bien vu, relativement solitaire chez Pluton, mais c'est ambigu parce que quelqu'un très marqué par Pluton, eh bien, c'est quelqu'un de sociable à l'extérieur et en même temps de très solitaire dans la réalité. Quand les gens sont là, il est absolument charmant, il a de l'humour, mais il ne leur court pas après, et au contraire, c'est quelqu'un qui a une vie plutôt solitaire une fois l'uniforme professionnel ou autre posé au vestiaire. Bien, un comportement antisocial, on s'isole, par exemple. Et quand c'est Pluton extérieur qui active quelque chose du thème de naissance, eh bien, choc et surprise, ça me vient du dehors. Des événements insolites, inexplicables, hors du commun, qui peuvent survenir avec une force étourdissante. Ça peut marquer le commencement ou la fin d'une phase, coupure de liens et d'attachés existants, démission, divorce, adieu, mort. Les effets sont plus inattendus et perturbants que ceux d'Uranus, car ce dernier est plutôt en rapport avec la nouveauté. Les transits de Pluton montrent cette même tendance vers l'isolement, comme je vous le laissais entendre. C'est sous le transit de Pluton aux angles de son thème, au Soleil, que le jeune homme peut quitter ses parents pour aller gagner sa propre vie, pour être indépendant. Et je vous laisserai lire la suite, ça me donne quelques petites idées sur les effets possibles du transit de Pluton. Le point commun, c'est ce processus d'individualisation
où je deviens une exception entre guillemets, en tout cas je deviens avec mon identité propre différent de tous les autres. Et si c'est un facteur extérieur qui active Pluton natal, c'est ce besoin me provient du fond des tripes et j'en prends l'initiative. Et quand c'est le Pluton extérieur qui touche quelque chose du thème de naissance, eh bien c'est plutôt un, un événement qui m'impose cette individualisation de ma personne. Voilà, pour essayer de faire toucher du doigt l'atmosphère et une fois de plus la raison d'être des attributs planétaires. Ce qui compte, c'est la compréhension de la raison d'être. Nous avons vu les astres visibles à l'œil nu. Nous venons de voir des astres visibles physiquement, mais avec des instruments qui nous permettent d'aller au-delà du visible immédiat et nous verrons un troisième jeu de facteurs, ceux qui sont invisibles avec instruments comme sans instruments. Voilà, je vous laisse poursuivre vos petites expériences. Au revoir.